Parlons peu. Parlons gros. Le thème du jour, vous l'aurez tous compris, c'est la préparation des supports de carrelage. J'ai plein de beau monde avec moi autour de la table pour parler de ça, mais comme à notre habitude, j'aimerais déjà que vous commenciez par vous présenter un petit peu plus personnellement. Thomas, je te laisse commencer par te présenter. Donc je m'appelle Thomas, j'habite à Grand Charmont. C'est où? Parce que là... Je sais. En général, je dis Sochaux. Parce que bon, la plupart des gens qui aiment un peu le foot, se situent. Mais sinon, c'est... Il y a Peugeot là-bas aussi, Exactement, voilà. Foot ou voiture, donc normalement ça devrait aller. Donc c'est en Franche-Comté, dans le 25. Donc moi, j'ai commencé le carrelage à 14-15 ans avec un CAP. J'ai fait donc 2 ans de CAP que j'ai eu. Ensuite, 1 an d'entreprise. Dans une entreprise, une petite entreprise de portugais. Ça s'est super bien passé. Ouais. Un truc familial ? Familial, ouais, on peut dire ça. Ouais. En tout cas, une bonne bande de copains. Okay. Et ensuite, après, j'étais jeune, j'avais la vingtaine. Et j'ai décidé de voir autre chose. Partir dans le porno. Non, mais parce qu'en fait... Oui, mais que sur le carrelage. Porno sur le carrelage. Non, mais pas... Parce que j'ai fait... Non, mais en fait, on faisait du carrelage et de la chape. Et moi, c'est vrai que quand j'ai appris essentiellement la chape. Donc c'était pas ce que je voulais faire de base. Donc j'en ai eu un peu marre, pour dire la vérité. Parce que la chape, derrière la pompe à chape, envoyer des 10 mètres cubes de sable, etc. C'était difficile quand même. Et après, j'ai décidé de pas me simplifier la tâche. Je suis parti à l'armée. Voilà. D'accord. Tiens, on se couchera tous moins con parce que ça, je savais pas. Parce qu'en gros, c'est vrai que quand l'armée, c'est un peu aussi un petit échappatoire parce qu'on n'a pas besoin de formation, on n'a pas besoin de niveau d'études. On a juste besoin d'un casier vierge, ce qui était mon cas. Et puis à l'époque, une bonne condition physique, ce qui était aussi mon cas grâce au bâtiment, parce que ça m'avait un peu forgé. Et puis donc j'ai fait 3 ans à l'armée, donc l'armée de terre. Bien, et t'as fait quoi là-bas? J'ai fait beaucoup de choses. Vraiment, j'ai eu 3 ans, c'était bien. C'était top. Donc je suis parti en mission 2 fois. Une fois en Afrique, donc à Djibouti, c'est un tout petit pays vers la Somalie. On connaît bien. Voilà. Ouais, ok. Oui. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Exact. Ouais. Donc voilà. Là, on a essentiellement entraîné l'armée djiboutienne parce que eux, ils vont garder leurs frontières, surtout au niveau de la Somalie. Ensuite, je suis allé en Guyane. Voilà. En Guyane, j'étais Morse, j'étais opérateur radio Morse. D'accord. Ça existe encore le Morse? Encore, ouais. Parce qu'en fait, la particularité de la Guyane, c'est que forcément, il y a énormément de forêts. Et c'est tellement dense, c'est-à-dire que, par exemple... Il n'y a pas grand-chose qui passe, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui passe, et une des seules choses qui passe, c'est le Morse, parce que ça part directement dans la stratosphère. D'accord. Et ça passe assez bien, et donc c'est obligatoire d'avoir un opérateur Morse, donc j'étais Morse à D'accord. Et tu as des souvenirs, du coup, de ça? Bien sûr. Par exemple... Ce qui m'est arrivé, entre guillemets, de pire là-bas, c'est que j'étais en train de... Donc en fait, je déplie une grande antenne et j'entends des sons, donc des titi, tata, et je les retransmets à l'écrit. Et donc quand je fais ça, j'étais vachement concentré. Et donc j'étais au niveau de mon campement. Et puis là, je vois un bâton qui tombe à ma droite, à ma gauche, à ma droite, à ma gauche. Je lève les yeux au ciel 2 secondes. Et en fait, c'était des singes qui me balançaient des bouts de bâton. Pendant que j'étais en train de prendre le message. Et vu que c'était un message vachement important et que je pouvais pas me barrer comme avec un téléphone, j'étais obligé de rester. Et du coup, mes collègues, ils ont tiré pour les faire partir. D'accord. Voilà, donc c'était... Après, j'ai fait aussi beaucoup de stages commando, etc. Bon, bref, j'ai fait mes 3 ans d'armée. Et après, j'ai décidé de me remettre dans le carrelage. Et j'ai arrêté l'armée le 4 septembre 2015. J'ai commencé dans une entreprise en Alsace de carrelage le 4 septembre 2015. T'as pas eu mal à trouver du boulot? Non, c'est bizarre. Pourtant, apparemment, ça a l'air d'être dur, trouver du boulot dans le bâtiment. Écoute, non, franchement. Donc j'ai fait 6 mois comme ça pour reprendre un petit peu les bases. Et ça a été tout de suite? Ça a été tout de suite. Et puis après, j'ai monté mon entreprise en 2019. Et là, carrelage. Carrelage, exactement. Alors carrelage, mais spécialisé grand format. Parce que ça devient d'où ça? Parce que tu aurais pu dire, tiens, moi je vais faire du carrelage, mais comme Eric, notre ami, comme tout le monde, dire, je vais prendre ce qui vient, quoi. Je vais faire un coup de la mosaïque, un coup du travertin, un coup... Bien sûr, parce qu'en fait, le grand format, ça apporte beaucoup de choses. Ça nous permet de faire beaucoup de choses qu'on peut pas faire avec qu'on peut faire avec du carrelage classique, mais bon, c'est beaucoup moins beau. Par exemple... Non, mais c'est un parti pris, hein. Non, mais
t'as raison. Hein. Effectivement, voilà, je me suis lancé là-dedans parce que déjà, bon, il y a toute la partie technique qui est C'était une vachement niche intéressante. aussi un peu. Et Ouais. c'est en essor, donc c'est quelque chose qui vient et qui viendra de plus en plus. Donc je me suis lancé là-dedans et c'est vrai que ça permet vraiment de faire des belles choses. On peut concurrencer un petit peu tout ce qui est côté un peu marbrier, tout ça, qui font du plan de travail, du mobilier, d'une pièce et du façonnage, voilà, tout des choses. Ton record de format alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'était C'est chez les bichons, c'est chez les bichons. C'était ici et c'est vraiment un record parce qu'en fait, là, on a eu la particularité d'avoir, normalement, le format le plus grand actuellement, c'est 3,20 m par 160. Enfin non, 3,24 m par 162, exactement. Sauf qu'ici, on avait des carreaux qui étaient sortis vraiment d'usine, qui n'étaient pas recoupés. En fait, c'était même pas un rectangle. Parce que c'est un format rectangulaire, c'était pas un rectangle, ils étaient même plus grands. Et ils faisaient 3,30 m, je crois, par 165. Donc, ça fait plus de 5 mètres carrés de carreaux. Voilà. On les coupe à l'extérieur. Ouais, je me rappelle. Et je dois dire qu'ils ont fait du bon boulot. Et aujourd'hui, Thomas, t'es pas venu seul. Exact. Ouais. Alors, t'es venu avec Marine. Et Marine, on va lui demander de se présenter. Ouais, je m'appelle Marine, du coup, j'ai 30 ans. Très bien. Moi, j'ai commencé au lycée, j'ai fait un bac professionnel compta secrétariat. Oula, c'est mes parents qui ont choisi. Grand écart, d'accord. Ouais, j'ai commencé par ça. J'ai terminé, ça m'a pas plu, donc je suis allée bosser. Et puis, à 25 ans, j'en ai eu marre. J'ai fait une reconversion professionnelle, du coup, dans le carrelage. Et que, alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que bon, bah maintenant, on te suit aussi sur les réseaux, tout comme Thomas, comme je disais, vous aurez le temps de répéter vos réseaux et puis on mettra vos liens dans les notes de l'émission. Mais comment tu te lèves un matin en disant, tiens, moi, je vais faire du carrelage? Parce que tu aurais pu choisir n'importe quoi d'autre, je veux dire. Les métiers du bâtiment, ça m'a toujours un peu intéressé. Ouais. Et je suis allée faire des portes ouvertes chez les compagnons du Tour de France à Lyon. D'accord. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'atelier carrelage... T'as eu un petit coup de cœur, quoi. C'est la partie mosaïque qui ouais, c'était vraiment la mosaïque qui m'a vraiment plu au début. D'accord. Et toi, tu fais de la mosaïque et il fait du grand format, vous avez réussi à vous entendre? Non, moi je préfère vraiment le grand format. Oui. Tu l'as converti. Ouais. Mais attention, la mosaïque, c'est vraiment aussi c'est un art. C'est un art. Ouais. C'est vraiment. D'accord. C'est la composition. Donc toi, t'es parti dans la mosaïque et du coup, tu t'es mis à ton compte et puis vous vous êtes rencontrés récemment. J'ai fait CAP et BP chez les compagnons. D'accord. Je suis restée 1 an dans mon ancienne entreprise. Puis on s'est rencontrés avec Thomas et puis ça a été l'occasion. J'ai quitté mon entreprise et c'est parti. Ouais. Et sans regret? Non, absolument pas. Tout va bien et puis tu sors chez les compagnons, donc on va pas te demander si tu sais bosser. On les salue, on les connaît bien, etc. T'es sortie première. Oui. Il est fier, hein, notre Thomas. J'ai pas pris la... Voilà. Bon. C'est elle qui m'a choisi. Je me suis renseigné un peu avant. Voilà. D'accord, oui. Non, mais il vient de l'armée, il était militaire, donc il a des contacts, il a 2 dossiers sur toi, etc. Vous êtes complémentaires ou qui apprend des techniques à qui? Non, mais je sais qu'il est un peu macho. Hein. Pas tant que ça. Hein. Ah, c'est vrai. Un peu. Ça reste un homme, mais ça va. Il y aurait les ladies, tu verrais, elles en mettraient une couche, là, on en prendrait pour notre grade. Bon, tout ça pour dire que vous êtes bien trouvés. À ta gauche, on a Gilles. Oui. Gilles, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? L'où y es-tu? L'où y es-tu? Qui es-tu? Moi, donc j'ai 61 ans. Ça se voit pas. Hein. Oui, mais si, je les ai sur les épaules, je les sens bien. Tu les sens bien? Je les sens bien. Bon. Non, moi en fait, ça fait 37 ans que je suis chez Parex. D'accord. Wow. Moi, j'ai fait toute ma carrière chez Parex. Moi, je suis plutôt technicien de labo. Parce que je formulais les produits. D'accord. J'ai formulé à peu près des produits dans toutes les gammes de la construction. D'accord. J'ai fait du bâti ancien, du bâti neuf, j'ai fait des cols à carrelage, j'ai fait des mortiers techniques, des mortiers de réparation de béton, de pierre. Enfin, j'ai passé pas mal de temps, effectivement, en laboratoire. Après, je suis parti aux États-Unis pendant 3 ans. M'occuper plutôt d'isolation thermique par l'extérieur. Toujours chez Parex, hein, parce que vous avez des filiales aux States. On avait, on avait une filiale aux States. Quand je suis revenu au laboratoire, mais plutôt dans la partie mortier technique, tout ce qui est plutôt pour le génie civil. Et ensuite, je suis parti, j'ai fait côté obscur de la force. Hein. J'ai fait du marketing.
Du marketing. Ouais. Et j'ai d'ailleurs bossé avec mon ami Cyril. C'est là que tu as rencontré Cyril. Exactement. Et du coup, vous vous êtes mis ensemble. Exact. Pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. Non. Et puis après, j'ai bifurqué un peu sur la prescription. Et puis maintenant, ça fait 9 ans que je suis dans le carrelage. Sacré parcours, disons. Non, mais en fait, moi, j'ai fait 4 ou 5 métiers différents. Et ça t'a toujours plu? Toujours. Qu'est-ce qui t'a plu le plus là, dans toutes ces expériences? Dans tout ça, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la prescription. Ouais. Parce qu'on rencontre des gens... Donc prescription, c'est vraiment le conseil aux archis, l'accompagnement à la décision. Et puis essayer justement de convaincre les gens sur des techniques un petit peu innovantes, puisque à l'époque, je m'occupais aussi de pas mal de tout ce qui est plutôt anodes galvaniques ou des choses pour protéger de la corrosion des bétons. Ça, c'était un côté vraiment intéressant du métier. Mais maintenant, le carrelage, j'apprends tous les jours. Moi. Tu t'éclates, quoi. Bah oui, moi, je suis pas un carreleur réellement, hein, puisque moi, ça fait que 9 ans que je suis dans la... Et en plus, j'ai pas la même connaissance que les 2 personnes qui sont à côté de moi sur la partie carrelage réellement. Oui, t'as la théorique, mais t'es... Voilà, mais le côté pratique... le week-end, tu refais pas des salles de bain, quoi. Non. Non, je laisse faire les professionnels. D'accord. En face de toi, on a un habitué des bichons, un visage connu, familier, toujours souriant, avec ses 95 kilos de muscles. Cyril, comment vas-tu, mon Cyril? Très bien, toujours un grand plaisir de venir vous voir les bichons. Moi, je suis le Parisien de l'étape, il en faut un. Ouais, il en faut un. Donc voilà. Voilà, Parisien. C'est pareil. Donc, moi, j'ai un peu moins d'expérience que Gilles, ça se voit d'ailleurs, mais... Oh là Ça parlait quoi, pâté croûte, là? Bon, 25 ans aussi dans l'univers du bâtiment, au niveau industriel. Beaucoup d'expérience aussi, donc ça qui est intéressant, les parcours professionnels, maintenant des parcours de plus en plus longs, hein, et puis apparemment les jeunes là, qui démarrent à falloir œuvrer longtemps, donc ça qui est intéressant, c'est d'avoir des parcours qui fluctuent, qui changent avec des nouveaux projets, des nouvelles missions. Donc j'ai eu la chance de faire du commerce, du marketing dans différents univers, aussi bien les techniques que la façade. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Badigeon et autres. Puis on a pu se croiser sur des projets de produits biosourcés, des choses comme ça. Donc beaucoup de projets différents, ce qui fait que on a une carrière bien étoffée et puis la rencontre aussi de beaucoup de métiers, beaucoup de passionnés. C'est ça qui est important et qui nous enrichit. Et puis j'ai fait un peu d'expatriation, alors moins loin que Gilles, hein, parce que je suis parti à Lille 5 ans, mais pour un Parisien. D'accord. Pour un Parisien. Sortir du périph' déjà, c'est une... Là, Lille, c'est pire que la Guyane. Non, je rigole, on les salue, nos amis. En plus, on a un paquet de gars du Nord, même les Belges et tout qui nous écoutent, ils sont vraiment nombreux. J'ai salué nombreux et j'ai pu aussi vérifier le fameux adage où on dit qu'on braye 2 fois quand on part au Nord, quand on y va et quand on repart, et c'est vrai. Donc c'est 5 années très enrichissantes. Voilà, derrière ma dernière petite fille, parce que j'ai 3 petites filles, est lilloise. Et c'est toujours avec grand plaisir qu'on retourne dans le Nord, où on a aussi une usine, Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. Et voilà, et puis maintenant, sur la partie colle à carrelage, grand plaisir de partager sur ce beau métier. Justement, moi je propose qu'on rentre dans le sujet direct, mais juste avant, on va se faire une petite rubrique qu'on aime bien. Tu m'en veux pas, Anto, moi je te présente pas, la terre entière te connaît. Et puis toi, t'as un boulot facile, t'as pas de singe qui te coupe des arbres au-dessus de la tronche. Non, rien, toi c'est un peu de copeaux, des fois, il y a toi qui poussière. viens m'embêter sur les postes café, mais bon, j'arrive à te gérer, c'est bon. C'est pareil, c'est un peu... plus du gorille que du singe. Mais le gorille, c'est une sorte de singe. Ça m'aurait pas dérangé, moi, d'être réincarné en gorille. Tu vois, ce sera peut-être le cas. Hein. On en parlera à Carole quand même. Hein. On va là, je risque d'être violent sur certains aspects. On va en parler tout de suite après, hein, si je peux me permettre. Après une petite séquence qu'on aime bien, puisqu'on a nos 2 petits reporters qui sont partis, et notamment Jade, qui a été à la rencontre de Monsieur et Madame Tout le Monde, poser plein de questions. Et ça, c'est dans notre rubrique Vox Populi.
Salut, c'est Jade pour Bichon TV. La question du jour, si vous deviez refaire votre sol ou votre carrelage, feriez-vous appel à un professionnel ou le feriez-vous seul? Allez, c'est parti. Bah, plutôt un professionnel, parce que je suis pas bricoleuse. Je le ferai moi-même, ouais. Pour un sol, un professionnel, parce que c'est compliqué. Ok. Certainement appel à un professionnel. Ok. Après, si je peux apprendre et me débrouiller, ça peut être une option aussi. Un professionnel. Pourquoi? Parce que c'est plus joli, c'est mieux fini, ça n'a pas l'air bricolé. Ça fait rien. Le gars, il en a pris pour son grade. Il a dû mettre 1 mètre carré de carrelage dans sa vie, il va plus jamais en refaire. Quelqu'un en métro, il s'est fait dégager. Jeannette, elle devait être derrière en lui disant alors là, mon coco, t'es pas prêt de recommencer. Mais en tout cas, c'est tout à son honneur. Et parmi ça, c'est vrai que c'est toujours un débat intéressant parce que le carrelage, ça fait partie des choses qu'on peut avoir envie de bricoler. C'est un petit peu comme le bois, comme là-dessus, vous êtes protégés parce que le truc qui est sûr, c'est que Dédé et Jeannette vont pas se mettre demain après-midi à poser du 160 par du 3,20 m. Là-dessus, vous êtes un peu protégés. Déjà, c'est impressionnant hein, parce que nous, sur la livraison, en fait, il y avait 2 choses. C'est le format qui est dingue et la finesse des carreaux. Alors derrière, ils sont... Exactement. Ils sont tramés, oui. On a une trame en fil de verre, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, donc ils ont une bonne résistance. Mais on se dit, putain, c'est super grand, faut que je tape nulle part. C'est impressionnant, franchement, c'est... C'est vrai qu'il y a une maîtrise, c'est un savoir-faire complètement différent. Le sujet, c'est la préparation des supports. Donc moi, j'aimerais qu'on parte de zéro, d'accord? Est-ce qu'on pose le carrelage de la même façon quand on est sur du bois, quand on est sur un ancien carrelage, quand on est sur une dalle béton, quand on est sur un ragréage ou quand on est sur une chape anhydrite de plancher chauffant? On va vous laisser tout de suite la parole à nos 2 experts. Qui s'y colle? Ah, t'as vu, c'était pas mal ça, hein. Qui s'y colle, hein. Je pense qu'elle est préparée. Mais je pensais que t'allais m'applaudir, mais que dalle. T'as presque failli t'étouffer. C'est moi qui fais. Non, c'était pas marqué. Bon alors, Gilles, je veux bien. Allez, c'est parti. Pendant ce temps, les amis, si ça vous dérange pas, pendant que tu commences à parler de ça, on a eu la chance, parce qu'il y avait un peu plus de budget que d'habitude. C'est le début de l'année, c'est pour ça. Voilà, c'est le début de l'année, il y a encore de la thune, dans 15 jours, vous verrez déjà plus ça. Donc on a eu de la chance que la productrice, ce matin, dise « Ouh là là, c'est le moment des galettes des rois. » Alors elle a dit « Je cours vite en acheter une. » Donc pendant que Gilles va commencer à nous expliquer, je vous distribue des parts, tout le monde en veut. Tu tires les rois, donc. Donc test de porosité. De la goutte d'eau. En fait, tu prends tout simplement une goutte d'eau, une pipette, ou même un récipient, et tu viens déposer une goutte. C'est pas forcément une goutte, mais tu peux déposer une cuillère à soupe de flotte. Voilà. Et tu regardes en combien de temps elle va pénétrer dans le support. Si c'est inférieur à 1 minute, tu considères que le support est poreux. D'accord. Si c'est entre 1 et 5 minutes, le support a une porosité normale. Et si c'est supérieur à 5 minutes, tu es sur un support fermé. Donc, en fonction de ça, tu ne vas pas en coller de la même façon ou préparer de la même façon. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est passionnant, moi j'adore. Hein. Tu vas être obligé, notamment sur un support poreux, de réguler un peu la porosité. Pourquoi? Parce que sinon, quand tu vas appliquer ta colle, même si c'est des colles à ce qu'on appelle à temps ouvert amélioré, des colles qu'on appelle E, on en parlera tout à l'heure. Dans le jargon technique que vous nous pondez toutes les 5 minutes. De toute façon, si elle est sur un support poreux, elle va filmer beaucoup plus rapidement. Donc il faut vraiment réguler ta porosité, et pour ça, il y a des choses qui existent. On appelle ça des primaires d'accrochage. C'est des primaires qui permettent de réguler la porosité que tu viens poser sur le support. Et ça permet derrière que le carreleur puisse avoir un travail plus confortable. On va donner la parole à Thomas parce qu'il est en train de saigner du nez. Non mais je te sens tout excité, mon Thomas. T'as envie d'amener de la précision. Ouais, voilà. Si je dis pas de bêtises, voilà. En fait, la colle à carrelage, elle colle via migration de l'eau dans les 2 supports. Donc, ça veut dire que si j'ai un support très poreux
qui est mon support, ma dalle, et mon carreau qui est très poreux. Très fermé. Voilà, très fermé. L'eau, vu qu'elle migre, elle aura plus tendance à migrer là où c'est poreux. Donc, elle va descendre vers mon support. Et nous, le but du primaire, même le primaire d'accrochage, j'aime pas trop parce que c'est pas vraiment un primaire d'accrochage. C'est pour régulariser les deux. C'est un régulateur de porosité. Voilà, un régulateur de porosité pour qu'en gros, la colle, au lieu qu'elle descende que d'un côté, elle descende et qu'elle monte pour migrer aussi bien sur le carreau que sur le support. Tout à fait. Donc, en fait, ça colle, mais en fait, c'est l'eau de la colle qui migre à l'intérieur du carreau qui fait que ça colle. Alors, tout dépend le carreau que tu as, parce que tu peux avoir des carreaux plus ou moins poreux aussi. Bien sûr. Donc, le carrelage, pour moi, c'est le carrelage, c'est le grès céram. C'est le grès céram. Très peu poreux, c'est 0,5% de porosité. D'ailleurs, il faut faire vachement attention à ça. Surtout au niveau des dalles. Voilà, des dalles. Putain, on est rentré dans direct. Moi, j'adore. C'est important parce que c'est vrai. Ça, c'est hyper. Moi, je suis rentré dans ma galette. Ma galette aussi, un peu. Ça te laisse le temps de manger. Ça te laisse le temps de manger. Non, mais il y a un truc qui est très important, c'est les dalles de grès céram en 2 cm. Elles ont tendance à être très peu poreuses, même inférieures à 0,5. Et ces dalles-là, on ne peut pas les coller. Parce que justement, la colle, elle n'arrive pas à migrer vu que c'est trop... Alors, il y a un autre truc qui apparaît aussi sur les carreaux, les grands et les très grands formats. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me confirmer ça. À l'envers du carreau, on a ce qu'on appelle de l'engobe, qui est très perturbant. Non, mais là, les gars, il faut nous expliquer parce que l'engobe, en fait, c'est un sel de magnésie que les fabricants de carrelage mettent sur l'envers du carreau pour faciliter le transport, pour éviter la casse. Et ça, c'est très perturbant pour les carreleurs. C'est la raison pour laquelle, et ça, il faut le savoir, lors de la sortie du DTU 52.2, qui est le DTU qui régit la pose de carrelage collé, les entreprises ont poussé, même sur des colles fluides, à pousser le double encollage pour éviter justement l'engobe sur cet envers. Parce qu'on n'a pas une possibilité de le rincer, le carreau, c'est toujours gênant. C'est une sorte de talc ou de truc à la con, de produit de démoulage. C'est du talc. De toute façon, tu le vois tout de suite au niveau de tes mains, au niveau de tes habits. Parce que tu prends le carreau, t'en auras sur les mains, t'en auras sur les habits, donc tu le vois direct. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai problème pour nous. Gros problème. On est d'accord. Et quand tu dis le nettoyer, mais déjà, c'est dur à nettoyer. On s'en rend pas compte, mais c'est vachement dur. Même au kit à joint, tu sais, avec des grosses éponges et tout. C'est pénible, et en plus ton carreau est mouillé. Donc il faut attendre qu'il sèche. Parce que c'est ce que j'allais dire, est-ce que par rapport à la préparation du support, on n'est pas... Parce que là on est rentré dedans direct, donc on va essayer de rester structuré pour que les mecs comprennent et qu'on perd pas le fil, que ça passe. Mais ce que je veux dire, c'est que cette histoire de migration de l'eau, de l'humidité, etc., moi je trouve ça passionnant, et je trouve ça assez compréhensible. Parce que c'est similaire dans beaucoup d'autres domaines. Mais est-ce qu'on est un petit peu dans le même principe que quand on fait par exemple une façade et que certains maçons vont nous dire surtout il faut humidifier le support parce que vu que c'est un support qui boit, s'il n'est pas assez humide, quand on va projeter le produit, il va absorber trop rapidement toute l'humidité du produit, le produit va faire une mauvaise prise et ça va pas tenir. On est un peu sur le même principe. C'est toujours les mêmes principes. De toute façon, les produits qu'on formule, nous, c'est à base de liant hydraulique. Donc, c'est du ciment, principalement. Et le ciment, il a besoin à peu près 33% d'humidité pour avoir une bonne hydratation. Donc, s'il n'a pas ces 33%, il va griller, ce qu'on appelle griller principalement, et donc avoir un aspect farineux et autres. Et c'est foutu. Je m'excuse, j'ai eu la fève, les gars. Je suis désolé. Bravo. J'en ai une, mais... je crois que t'en as une aussi. Tiens, mais toi t'as la fille, non? Non. Non. Excusez-moi. Oui, allô, j'écoute. La SNCF nous informe que du coup votre train est à 16h50, donc vous allez pouvoir continuer un peu avec nous et ça c'est une très bonne nouvelle. Merci monsieur. C'est à 16h50 parce qu'il est en retard ou parce qu'il y en a un autre? Il est en retard. D'accord, c'est très bien. Bon écoutez, on fait comme ça. Allez, merci, au revoir. Bon, c'est une bonne nouvelle pour nos invités qui vont pouvoir rester chez nous. Voilà. Je me permets de mettre la couronne, si ça vous dérange pas. Toi, t'as donné la couronne à ta femme. T'as raison, j'avais la dame.
Ah, Et puis, enfin, quand je dis à ta femme, c'est encore pas fait, mais bon. non, c'est pas fait. Ah, putain, j'ai loupé un battement de cœur. J'espère que vous viendrez échanger vos vœux chez les bichons. Hein. Ou en tout cas, on nous invite, on vous fera un cadeau. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, on a le droit de donner la couronne comme ça. Ah bah, je sais pas. Moi, je croyais que c'était indivisible. C'était. Je sais, mais vu que je suis déjà coiffé. Casqué. D'accord, ok. Bon, alors, continuons. On a parlé donc du support. La porosité. Alors, ouvert. la porosité. Il n'y a pas que ça hein, dans la préparation de support. Il y a aussi Support, restons concentrés. Support ouvert. Donc, ça peut être qu'une dalle, une chape, ça peut pas être du bois, ça peut être du plâtre, ça peut être des choses comme ça. Bah, des Peut-être chapes pas au sèches. sol. On peut coller sur la Ah oui, sur une sorte de fermacelle, un truc comme ça, quoi, d'accord. Pour ne pas les citer, mais... Oui, pour nous, on est copains avec tout le monde et on n'est pas à la télé, donc ça vous dérange pas qu'on cite fermacelle? Bah voilà. Pas du tout. Moi, je trouve que c'est quasi les meilleurs en chape sèche. Bah, c'est vrai, Voilà. On est d'accord. Et donc là-dessus aussi, on aura besoin de mettre un primaire généralement sur du fermacelle. Donc aussi, un primaire, comment on a fait le test de la goutte d'eau, on a vu que ça passait tout à travers. Oui. C'est un primaire universel qu'on achète et on balance ça. Comment ça se passe? Il y a différents primaires, mais nous, par exemple, on en a un qui s'appelle le 165 Proliprime universel qui permet justement de réguler la porosité ou de faire un pont d'adhérence dans des cas de support fermé aussi. Donc c'est beaucoup plus facile pour l'artisan de se dire le matin que dans le camion, j'ai pas 18 seaux. Voilà, j'ai pas un truc pour les supports poreux, je sais pas sur quoi je vais tomber, voilà. Donc il peut partir avec ça. Ça c'est la première chose. Il fait que ça. Vu qu'avant c'est une dalle, il met pas de coup de ponçage, rien. Alors attention. ça c'est un des tests. Le deuxième test, c'est quand même de vérifier la planéité du support. Ah! Quand même. Alors comment on vérifie? Ah ben oui, parce que s'il y a des creux, des bosses, des trucs... Oui, ça c'est quand même le deuxième test intéressant. C'est-à-dire que là, on prend la règle de 2 mètres et on regarde... Quelles sont les tolérances? Alors, pour le carrelage collé au sol, c'est 5 mm sous la règle de 2 mètres. C'est déjà beaucoup, je trouve. Et pour les grands formats, on est sur du 3 mm sous la règle de 2 mètres. Donc, toi, t'arrives sur un... Je pose pas la question parce qu'elle a la bouche pleine. Et vu que je suis un salaud... Marine, vous arrivez sur un support, une dalle, une chape, t'as fait la thèse de la goutte, t'as dit, bon, c'est sûr qu'il va y avoir besoin d'un primaire. T'as posé ta règle. Tu te rends compte qu'il y a plus de 3 mm en creux ou en bosse. Tout à fait. Comment ça se passe? Si c'est en bosse, on va poncer. Ah oui, donc là, c'est les grosses ponceuses à béton qui aspirent, d'accord. Vous poncez, et si c'est en creux, vous ragrez ou vous comblez avec un peu de colle? Ça dépend, voilà. On va faire un ragréage ou si c'est pas beaucoup à la colle. Tout dépend. Si c'est par exemple une planéité généralisée qui est dégueulasse... si le maçon a bossé comme une merde, et on les salue. Les planéités du gros œuvre sont moins intéressantes. Enfin, elles ne sont pas en adéquation avec le carreleur. Exactement. Le carreleur a besoin de 5 mm, voire 3 mm. Le gros œuvre, lui, c'est 7, voire 10 mm. De tolérance. Tolérance. Ah oui, donc le support peut être bon pour lui. Ah bah lui il va dire, moi je suis désolé, mais mon support est bon. Il est conforme à ce que je dois. Mais le carreleur va dire, bah non, je suis désolé, moi ça me suffit pas. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? Parce qu'il y a quelqu'un qui accepte. Si le carreleur accepte le support, il prend la responsabilité, donc il est obligé. C'est un peu comme un peintre qui dit, bah bon, tes bandes à joint, t'as fait de la merde, mais je vais ratisser quoi. Le grand débat du bâtiment, c'est qui accepte le support. Que ce soit traitement de joints de prédale pour les peintres, ça soit le sol, les murs, effectivement, c'est l'acceptation du support par différents corps d'État. C'est toujours le même problème, hein. C'est les interfaces. Le plombier, pareil, dans une salle de bain, qu'est-ce que fait le carreleur, qu'est-ce qu'il accepte, qu'est-ce qu'il n'accepte pas, voilà. Et du coup, comment ça se passe, vous? Moi, il y a vraiment, avant de parler d'absorption, de planété et tout, rien que surtout sur les planchers bois d'ailleurs, c'est la rigidité du support, mais de la structurelle, je veux dire. C'est que des fois, sur un plancher bois, on n'y a jamais vu ça dans ce qu'on a fait comme truc ensemble.
On sait tous que les planchers bois, surtout les anciens, voilà, c'est toujours comme ça en plein milieu de la pièce. Et d'un point de vue structure, c'est ça que je trouve c'est un petit peu... En fait, c'est vachement dur pour nous, je trouve, parce qu'on n'a pas les connaissances suffisantes pour savoir si, à l'œil comme ça, le support est adapté au carrelage. Quand tu dis adapté... Tu arrives dans une pièce, comme nous on a pu avoir l'occasion d'en voir une, clin d'œil aussi à Stéphane qui nous écoute, qui était là, l'heure du tournage d'une émission, voilà, pour tout vous dire. Bon, on arrive, il y avait un flash de 3 cm. J'ai sur le ventre. J'ai mangé comme un porc. Bon, merci tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est pas la peine de le dire parce qu'en podcast, les mecs s'en rendent pas compte. Oui, mais ça me tenait à cœur de préciser. T'as envie de me faire chier. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on est arrivé sur un support. Bon, il y avait un flash de 4 ou 5 cm en plein milieu. Donc, les solives qui sont affaissées. Comment il fait là le carreleur dans ces cas-là qu'est-ce qu'il dit à son client? Il dit moi vous vous démerdez, faites passer un charpentier ou un ingénieur structure qui atteste que... c'est ça. C'est exactement ça. Parce que de toute façon il ne pourra rien faire. On est sur un plancher comme ça, vous êtes sur un truc souple et vous venez avec un matériau rigide. Donc, rigide sur souple, ça ne tient pas. Déjà, on peut déjà désolidariser dans tous les cas. D'ailleurs, c'est la seule... Ouais, mais ça, il faut faire très attention. C'est un piège. C'est un piège parce que... on parle plus qu'un seul mouvement. Oui. Le problème, c'est que le plancher... Non, mais arrêtez, c'est super intéressant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a la dilatation, comme tous les matériaux dilatent. L'avion qui va dans le TL, il fait 3 mètres de plus, machin, truc. Et pour le bois, c'est pareil. Donc ça, tout le monde le sait que ça travaille. Ok. Donc là, on va dire, mets une natte. Donc pour la dilatation, ok. Et le problème, il y a la flexion. Donc le poinçonnement, voilà, la flexion, c'est-à-dire c'est un mouvement vertical. D'accord ? Tout à fait. Et ça, la natte, elle sert à rien. D'accord ? Le carrelage, la natte, la colle, voilà, ça travaille pas en flexion. Et du coup... Même si tu prends une grosse, genre une... On dit des marques, on a dit, mais genre une Ditra, un truc comme ça, très épais. C'est que le carrelage, non. Lui, il va pas dilater. De toute façon, les réglorages, aujourd'hui, disent sur le plancher bois, la seule chose qui est autorisée, c'est une chape désolidarisée. C'est tout. D'accord. Il n'y a que ça. Donc, c'est-à-dire, on y met un polyane et puis on coule une chape par-dessus et terminé. Une chape de 5 cm mini pour reprendre les efforts, parce que sinon, et pour coller du carrelage. Sinon, ça ne marchera pas. Pourtant, on soit inerte en fait. Ah oui, exactement. Il ne soit pas flexible à la marche. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ce côté-là. C'est flexible à la marche. Par exemple, c'est marqué sur le sac de réglage souvent. Entre 2 points d'appui, il faut pas que... Déjà, moi je trouve, pour nous, pour nous professionnels, c'est compliqué. Entre 2 points d'appui de 60, au milieu, c'est 1/400 de la portée. Exactement. Donc en gros, ça fait genre 0,6 mm ou un truc comme ça. Déjà, rien que ça, c'est pas bien compréhensible. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, comment on le teste ? Je mets un laser, je monte dessus, comment je fais ? J'ai même pas l'apparateur en plus pour des trucs aussi petits que ça. Donc, exactement. T'arrives dans la mécanique de précision. Voilà, donc ça pour nous... Les planchers bois, la seule solution. En très grand ou très grand format, il faut oublier. Faut mettre du lino, quoi. Oui. non, mais c'est vrai. Moi, je suis pour la paix des ménages. On essaye de trouver des solutions pour les bichons. C'est aussi le conseil, c'est d'avoir cette expérience-là et pas de se dire je vais absolument vouloir poser un format dingue. Non, mais par contre, tout bouge, quoi. Est-ce qu'on considère quelque chose? Parce que bon, moi, je l'ai eu fait par exemple pour chez moi. Ça n'a jamais bougé. Bon, faut dire que le mec qui a fait, c'était moi. Et donc c'est voilà. T'as dû visser comme des. Alors moi, je vous explique comment j'ai fait. T'as pas tiré sur la cam. Moi, tu me connais. Moi, j'ai mis à peu près 4 boîtes de vis de 300, des boîtes de 200 et quelques, j'en ai mis 3 sur 20 mètres carrés déjà. Ensuite, j'ai tout passé au silicone, etc. J'ai mis un coup de primaire et ensuite, j'ai fait un ragrage fibré. D'accord ? Ouais, t'avais pas de flash, t'avais pas de... Oh, j'avais 2-3, tu sais, c'est un parquet qui avait 100 ans, donc si tu veux, il y avait un peu des bornes, quoi. Okay. J'ai fait un ragrage fibré, mais si tu veux, avant de faire le ragrage fibré, quand je montais debout dessus et que je sautillais un peu, alors bon, c'est du bois, ça bougeait un peu, mais enfin, t'avais pas 4 cm de flèche, quoi. Et sorti de ça, une fois que j'ai fait ça, j'ai quand même, par-dessus le ragrage, natté. Et j'ai mis, et en plus j'ai mis une grosse là, et après j'ai mis travertin. Et j'ai pas une micro-fissure.
D'accord. J'ai pas une micro-fissure. Mais moi, pour l'avoir vue, ta salle de bain, elle est quand même assez petite. Ouais, donc les portées doivent être... Les portées sont pas très grandes. Ouais. Et après, en fait, on a des solutions. On a des solutions comme on a fait ici, par exemple. Ici, on était sur un plancher bois, avec des dalles... C'était quoi? Je sais plus. C'était quoi? De l'OSB? Non, c'était de l'aglo. Aglo, ouais. Et bah du coup, on a fait quoi? On s'est servi d'une colle ultra flexible. Mais quand je dis ultra, c'est genre 20 fois plus une colle à carrelage. Parce que c'est pas du tout une colle à base ciment, c'est une colle à base polyuréthane époxy. Ouais, d'accord. Voilà. Donc déjà ça. Et deuxième chose, on a pris du carrelage de 6 mm qui est lui flexible. Ça peut paraître fou ce que je dis, mais tu prends un IPN de 4 mètres, d'accord, et bah, il va flancher. Enfin, il va flancher quoi. Et bah, avec du carrelage de cette épaisseur-là, c'est pareil, il peut flancher. Là, j'en ai à côté, je peux le faire flancher parce qu'il est très fin. Donc là, on absorbe la flexion et la dilatation grâce à une colle qui c'est un ensemble de produits, quoi. Oui, voilà, il faut être... Oui, mais là, t'es parti souple. Ouais. Tout en souple. Alors vas-y, la cohésion, c'est-à-dire que la chape, elle part pas en brioche. Bah, exactement. Mais est-ce que tu crois qu'il y a besoin de le rappeler? Il y a encore des gens comme ça. Vous allez encore faire des expertises avec des mecs qui font comme ça, un peu de la... Tu saignes un peu du nez. Ça arrive encore trop souvent. Ça arrive encore de temps en temps, oui, malheureusement. Ou des supports aussi fissurés. Et donc là, il y a quand même une expertise à avoir en termes de qu'est-ce qu'on appelle une fissure déjà, hein. En dessous de 0,3 mm, une fissure passive, je dis bien passive. Parce qu'il y a les fissures actives et les fissures passives. Quand on est sur une fissure passive, en dessous de 0,3 mm, la colle ou le ragréage arrivera à le... T'entends par passif qui a arrêté de travailler, c'est exactement, ça, hein. exactement, qui ne bouge plus, qui est figé. C'est comme un test de façade, tu mets un petit bout de truc, s'il craque pas dans les 2 mois... Bah, ça peut être ça, ouais. Ça peut être un test qui a fini de travailler. C'est-à-dire on met un petit morceau de plâtre, un petit truc de plâtre, et on laisse vieillir, on regarde ce que ça donne. Si on a une fissure au milieu, c'est que le support a travaillé. Donc là, c'est pas bon. Généralement, il faut demander à ce que le bureau structure s'occupe un petit peu de ça et regarde un petit peu pourquoi ça bouge. Mais les gens le font parce que moi... Non, alors, en maison individuelle, non, c'est clair. Parce que nous et avec tout le respect, bien sûr, que j'ai pour tous nos amis de carreleurs, et on a la chance, nous, d'avoir tout le gratin, en plus je veux dire, Eric est très bon, toi, tu es très bon... Enfin, vous êtes très bon, je veux dire, on a la chance d'avoir quand même des pointures, mais sur les chantiers, moi j'ai jamais vu un mec arriver en disant tiens, on va faire un test structurel, faire venir un bureau d'études. Bon, là moi je te parle de ça, c'est parce qu'on quand on est sur des chantiers quand même, plus le marché public ou autre, où là, si ça merde, va falloir un responsable, quoi. Bah, exactement. Et donc il y a un bureau de contrôle qui vient. C'est pas 50 mètres carrés, j'imagine. Non, mais en gros, pour être concret, il faut être vachement rigoureux sur les supports quand ça concerne le carrelage. Donc comme on a dit, tous les supports bois. La seule alternative qui tient dans le temps, c'est soit ce que j'ai dit, une colle très souple, très souple et un revêtement très souple. Voilà, et un revêtement très souple. On va dire ces deux. Et pas de natte là quand même? Non, pas de natte. Si tu es sur. Là, tu peux primériser direct ton bois, colle souple et en avant Guingamp. Bah, comme dit, hein, c'est vraiment des colles résineuses. Hein. Et en plus, bon voilà. Sinon, ou alors, comme on a dit, désolidariser et puis chape. Et d'ailleurs, chape, elle peut très bien être armée, la chape. Hein. C'est pas interdit d'armer une chape. Hein. Comme ça, elle est... Généralement, les chapes qui sont formulées sous avis technique, ce qu'on appelle des chapes rapides ou semi-rapides, on n'est pas obligé de mettre d'armature. Mais dedans, souvent, tu as un peu de fibre. Il y en a certaines qui ont des fibres. Ouais. Alors, attention, alors, on va rentrer dans un débat. La fibre, il y a des Cyril, bonnes fibres. quand tu as envie de prendre le crachoir, tu prends le crachoir. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça reste... Il y a des bonnes fibres et il y a des mauvaises fibres. Alors, en fait, les bonnes fibres, c'est celles qui s'incorporent dans la structure, qui marchent avec le liant. Les mauvaises fibres, c'est celles qui, de toute façon, ne vont pas faire de mariage. Elles vont pas faire de mariage avec le lien. Et donc là, elles vont glisser et elles n'auront aucun effet. C'est même pire finalement, non? Et
je ne sais pas si vous savez, mais pour le treillis métallique, puisqu'il y en a qui dans les chapes, mettaient à une époque des treillis métalliques, ça a été supprimé du 26.2, du DTU 26.2 des chapes. Pourquoi ? Parce que souvent, le treillis était posé au fond. Il était au fond. Alors là, il servait à rien. Oui, c'est comme si tu pisses dans un violon, quoi. Il fallait le caler un peu pour qu'il soit un peu au milieu du truc. Donc, le DTU a dit, plutôt que de l'imposer, on a dit, on l'interdit. On la mentionne pas. Si des gens veulent continuer à le faire et qu'ils le font bien, c'est-à-dire qu'ils le mettent vraiment dans l'épée, exactement, qu'ils mettent les réhausses du treillis et qu'ils mettent la chape suffisant, un enrobage. Il faut que ça soit enrobé, sinon ça sert à rien. Mécaniquement, ça tient rien, quoi. C'est comme le béton armé. C'est le béton armé. C'est le principe du béton armé. Un béton armé, un béton. Il résiste très bien en compression. Mais pas à la flexion. Pas du tout à la flexion. Les meuniers et autres qui ont développé ça, c'est parce que, justement, ils se sont aperçus qu'en faisant des jardinières non armées, c'était en 1860, ça tenait pas. Et puis le gars a dit, tiens, je vais mettre un petit treillis dedans. Et du coup, ça a tenu. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à inventer le béton armé. Et là, juste avant que tu précises, tout à l'heure, tu disais, parce qu'il y a il y a des bonnes fibres et des fibres de merde. Oui. Parce que, je veux dire, comment ça se reconnaît ? Parce que... en fait, c'est souvent des fibres qui sont... Parce que toi, tu vas me dire, du coup, prends les fibres chez Parex, c'est comme ça, t'es sur ton coup. Non, mais moi, ça me dérange pas, mais je veux dire... C'est des fibres qui ont été testées et qui ont des agréments, ce qu'on appelle des ETPM. C'est-à-dire qui sont délivrés par le CSTB, qui ont en fait validé l'utilisation de ce type de fibres dans des chapes ou dans des... Oui, donc faut pas acheter un paquet de 10 sur Internet et puis te faire d'accord. Non, ça sert à rien. Surtout voir si elle se lie avec le produit. Exactement. En fait, c'est même pas l'idée de la fibre en elle-même, c'est ça, c'est si elle est compatible. Exactement. C'est un peu comme les peintures, tu sais, quand tu recouvres pas certains types de peinture avec d'autres parce que c'est incompatible. Exactement. C'est la même idée, c'est ça ? C'est la même idée. Ok. La même idée. Pour les planchers bois, on a ces deux solutions, mais là, ça peut être aussi impeccable la solution de la chape sèche. Oui, tout à fait. Granulé, fermacelle, terminé. Oui, tout à fait. Là, tu récupères tout, c'est fait en 1 heure et tu peux carreler tout de suite après. Et en plus, en termes de poids, on est beaucoup mieux. Et en plus, en termes de poids, on est beaucoup plus intéressant. C'est niveau structure, ça passait pas. Voilà. Parce que la chape, le problème de la chape, vulgarisé, c'est qu'il y a du poids. Il y a du poids, il y a de l'humidité, il y a du... des fois, c'est infernal. Il faut que la structure puisse supporter quand même... quand même 5 cm de chape, ça fait quand même du 80 kg au mètre carré. Ça commence à faire. C'est pour ça que le rôle de l'artisan, il est vraiment, c'est le sachant. Donc forcément, monsieur, madame Michu va arriver, va avoir beaucoup d'envie, surtout maintenant avec les comptes Instagram qu'on voit, etc. On a beaucoup d'avant-après. Donc c'est vrai que ça donne une envie, les deux pièces principales. Est-ce que ça leur donne pas trop l'envie d'avoir envie ? D'avoir envie. Et si, justement, c'est pour ça que l'artisan, il doit avoir cet esprit critique, parce que l'artisan va toujours avoir ce rôle aussi de vendeur, même si certains n'aiment pas ce rôle de vendeur, mais je crois qu'on est tous un peu vendeurs, et notamment l'artisan, c'est... Je suis appelé pour un projet, et comme je voulais dire, c'est qu'on a les deux gros projets, c'est les cuisines et les salles de bain. C'est les deux gros projets qui demandent beaucoup d'investissement et qui sont beaucoup regardés en termes de design, d'ameublement, etc., etc. Donc c'est des vrais projets impactants. Et tout le monde va avoir un peu son fantasme en disant, tiens, je vais refaire, comme on disait, une salle de bain pour les amis ou les enfants, je vais refaire ma cuisine, etc., etc. Donc on vient tous avec des envies parce que on voit les magazines de déco, les influenceurs, les showrooms, des beaux showrooms, des grands formats aussi. Et forcément, la personne qui va vouloir ce travail-là, ce chantier-là, ce rendu-là, n'est pas forcément compatible avec la situation, la maison, etc. Et ça, il faut avoir l'expertise pour défendre cela. En disant juste, je ne sais pas faire, je m'en vais. Non, il faut expliquer son devis, ça aussi c'est important. C'est-à-dire comment je vais aussi vendre le travail, parce que je peux juste faire un devis bête et méchant et dire, ça coûte combien ? C'est ça. Ou alors dire, attention, il y a décaissement, il y a préparation de support, là vous avez vu la chape, etc., etc. Il faut expliquer beaucoup de pédagogie pour justement amener à la préparation du support. Parce qu'au bout du bout, ce que veut le client final, je veux tel carreau, tel joint, et basta. Par contre, tout ce qu'il y a derrière, c'est l'artisan qui doit le prévoir. Il s'en rend pas compte, c'est exactement comme une étanchéité sous carrelage. Et d'ailleurs, je trouve que c'est même un point
capital que je conseillerais à tous les artisans, c'est vraiment de détailler leur devis. Exactement. Parce que ça va faire office de point de comparaison avec les autres. Exactement. Parce que c'est sûr que Dédé, Jeannette, comme tu disais, qui regardent en bas, qui disent dis donc, il y a 3000 balles d'écart avec le mec qui est passé 2 heures avant vous nous porter le devis. Bah oui, mais enfin bon, lui, il n'y a aucun détail, il a juste marqué qu'il vous recarle le couloir. Alors que moi, j'ai bien mis que je mettais ça. Est-ce que vous êtes sûr que dans son prix, il y a la même chose? Exactement. Parce que sinon, c'est comparer des choux-fleurs et puis des poireaux, quoi. L'objectif du devis, c'est d'expliquer ce que je fais et de valoriser aussi mon métier. Le métier d'artisanat aujourd'hui doit être aussi en adéquation par rapport à ça. C'est qu'est-ce que je fais, comment je vais valoriser mon devis, mes différentes prestations. On parlait des salles de bain, tout ce qui est système de protection à l'eau, etc. Tout ça, c'est des valeurs matérielles, mais aussi de temps. Faire tout de suite un collage sur un ancien carrelage sans sonder ni rien, c'est rapide. Par contre, je vais commencer à sonder, voir que c'est décollé, donc je vais faire une préparation de support, un ragréage, ça va demander du temps. Poser une natte. Etc. Ben, tout ça, ça va demander plus de temps, un devis forcément plus élevé. Mais au bout du bout, qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir un chantier conforme, qui se passe bien, pour développer le bouche-oreille et du coup construire son réseau. Dans le temps. Exactement. C'est ça aussi. Oui, et puis t'es pas obligé de te planquer derrière un pot de fleurs quand tu croises la cliente au marché. C'est faire que des one-shots sur tous les trucs et que personne te rappelle, ou alors pouvoir être fier de retourner sur tes chantiers. C'est pour ça que voilà, tout ce qui est plancher bois, faut vraiment. Moi, j'hésite vraiment pas à dire quand je me le sens pas. Mettez autre chose que du carrelage. Voilà, sur en tout cas au sol. Voilà, ça me dérange vraiment pas de pas vendre justement cette partie-là. Et c'est ce qu'on attend d'un artisan, ce conseil. Alors que je peux quand même vendre ma préparation du support, parce que ça c'est tout à fait dans mes cordes. Mais après derrière le revêtement, il faut qu'il soit cohérent avec le bâtiment, voilà, de ce qu'on voit visuellement nous. Et on n'est pas expert dans les structures des planchers. Donc ça c'est vraiment pour la partie bois qui est quand même très technique. Après, rien ne t'empêche de les pousser à, s'ils veulent absolument ça et que, admettons, le budget ce soit pas un problème, à enquiller sur de la structure, bien sûr, renforcer, et après ils reviennent et tu leur fais une pause de dingue. Bien sûr, ça il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Marine, est-ce que toi qui as fait beaucoup, c'est une question qui me tracasse un peu, toi qui as fait beaucoup de mosaïques, qui était un peu spécialisée dans le tout petit format pour le... Est-ce qu'il y a les mêmes préparations? Est-ce qu'il y a les mêmes obligations? Puisque là, niveau poinçonnement, ça peut vite être encore plus la catastrophe. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas du tout cet effet de flexion. Ça doit être très rigide. Parce que là, si ça fléchit, à moins peut-être d'avoir fait des joints époxy, non? Je sais pas aussi, hein. Mais c'est quasiment pareil. Hein. C'est quasiment pareil. C'est quasiment pareil, toi, t'as l'impression qu'il n'y a pas de différence sur la préparation? On a fait le test de la goutte, on a vu qu'il fallait un primaire, on a mis la règle, on a vu qu'il y avait eu un truc ou deux à rattraper ou que c'était bon. Ensuite, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on y met? Eh ben, on peut mettre on met le support, soit du ragréage. Si on a, donc là, il y a différents types de ragréage en fonction des supports. Hein. Par exemple, sur des supports fermés, on va être plutôt sur des ragréages de type autolissant, P3, pour essayer de rattraper le support, ce qui permet de réhomogénéiser derrière le support pour avoir un collage le plus uniforme possible aussi. Parce que on sait très bien que, par exemple, sur une chape, à certains endroits, on peut avoir des endroits qui sont plus ou moins bien préparés, notamment la chape traditionnelle où on vient tasser, parce que c'est ce qui lui donne la cohésion. Donc on a de temps en temps des petits trucs à rattraper. L'avantage du ragréage, c'est que ça nous permet d'avoir un support qui rattrape très vite, et c'est très fin, quoi. C'est très fin. Et puis c'est quand même très facile à mettre en œuvre. Oui. Je veux juste bien spécifier que le ragréage sert à une seule chose, à mettre le support de niveau et qu'il soit plan. Voilà. C'est ça. C'est l'idée du ragréage. Ça ne sert qu'à ça. C'est tout. Ça ne sert qu'à ça. Si c'est plan et de niveau, on n'a pas besoin de ragréage. Déjà, oui, complètement. Deuxième chose que je voulais dire, c'est le ragréage, ça tire sur le support quand il fait sa prise. Il y en a, oui. Il y en a. Donc ça veut dire que, par exemple, c'est des produits qui sont normalement un peu plus haut de gamme en termes. C'est les. On sait pas qui c'est, mais. Sur les écrans, on a des réalisations. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, si on a déjà un ragréage sur le sol, par exemple un P2, on va dire, donc c'est un réglage qui est pas très costaud. Et ben si on met un P3 qui est un réglage plus costaud par-dessus, ça risque de l'arracher. Du coup, il peut l'arracher. Ce qu'on n'aime pas, nous, enfin surtout Gilles, parce que c'est plus logique fait sur les chantiers, c'est ce qu'on appelle les sandwichs. Parce que les sandwichs, c'est plusieurs épaisseurs, et en général, ce qui lâche, c'est l'épaisseur la moins costaud. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que si tu mets un produit extrêmement dur, performant, etc., alors qu'avant,
tu avais une petite chape maigre, etc., qui tient pas grand-chose, bah, tout va péter. Les anciennes tomates qui étaient sur sable, etc. Ouais. Donc plus tu vas mettre des produits costauds, bah, plus ça va tirer son support. Donc l'objectif, c'est d'aller au support. Et quand c'est pas le cas, parce que par exemple, c'est un peu ennuyeux des fois dans les vieilles tomates, etc., on a ce qu'on appelle des ragréages sans tension, notamment sulfate de calcium, la 190 sur l'extrême, qui est un produit qui va pouvoir appliquer partout, qui est un peu un 4x4, sur des surfaces très hétérogènes, c'est-à-dire ta bonne cloison. J'ai une partie terre cuite, une autre partie ancien carrelage, etc. Tu vas pouvoir appliquer ça partout, de manière homogène. La seule différence, en tout cas ce qu'il faut noter, c'est que sulfate de calcium, pas de tension, par contre c'est un peu plus long à sécher. Voilà. Mais sinon, ça après, ça tire pas sur le support. Moi par exemple, je voulais justement en venir là, et je profitais de la discussion pour parler de quelque chose avec vous. Moi je trouve que les réagréages c'est très bien, mais par contre, c'est quand même... dans certaines situations, quand il y a beaucoup d'épaisseur, quand il y a beaucoup de surface, et ben c'est quand même dur. Physiquement, tu commences, t'es obligé de finir, quoi. Ouais. Et du coup, moi personnellement, je vois pas l'intérêt que le ragréage, au bout de 2 heures, il soit sec. Perso, la plupart du temps, je fais mon ragréage, je suis mort et je pars chez moi, quoi. Et j'aimerais justement, au lieu de mettre une demi-heure à faire mon ragréage en feu. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un temps de séchage plus long. Voilà, d'avoir un séchage plus long. Et ça, moi, je trouve ça vraiment dommage que j'ai pas trouvé de produit encore. Et c'est le 190 ? Mais là, on est sur... calcium. C'est à base de sulfate de calcium qui va te laisser le temps de le travailler tranquillement. En plus, il est plutôt agréable parce qu'il est de couleur un petit peu blanchâtre. Et il va justement bien se positionner. Parce que je sais qu'il y a des produits, par exemple, comme des produits, des chapes en sac, par exemple. Je sais que ça existe. En tout cas, je voulais juste faire une petite aparté. Ce qui est d'ailleurs assez pratique, parce que moi, c'est très souvent, par exemple, pour des douches à l'italienne, que j'utilisais des mortiers forme de pente. C'est impeccable. Ça, oui. Parce que le salle de bain, plus tôt t'as fini, plus la cliente est contente, le client est content, parce que forcément, il va pouvoir prendre sa douche rapidement. Donc, chaque chantier va dire un peu sa spécificité. Mais la plupart des ragréages, en 2 heures, ils sont secs. Voilà. Oui, bien sûr. Mais si tu montes en épaisseur, notamment sur de la chape, par exemple, on a des liants plus rapides qu'une chape, pour en dire, traditionnelle, qui permet de faire le système d'étanchéité, parce que là, c'est vraiment zéro résiduel d'eau. Mais c'est vrai qu'il y a des chantiers très différents. Donc il faut vraiment avoir son analyse. C'est quoi mon diagnostic? La plupart des ragréages sèchent ultra rapidement. Et du coup, il y a très peu de ragréages qui sèchent, qui nous laissent le temps de le travailler quand on a des fortes épaisseurs et beaucoup de surface. C'est peut-être un peu comme les techniques des anciens. Peut-être si tu pisses dedans ou machin. Non, mais moi, j'essaie juste de trouver des solutions. Justement, ça, c'est le plâtre. C'est pour ça que des fois, de temps en temps, sur les murs, ça me fait un peu. Quand tu ponces, tu dis putain, le mec, il buvait pas que de l'eau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on a de rénovation, plus on a des changements de cloison, plus on a des grands formats, on a de plus en plus d'utilisation de ragréage. On a en plus de plus en plus qui va arriver en compte, c'est ce qu'on appelle les accès, les PMR, mobilité réduite. Les zéro ressaut, etc. Donc on va avoir de plus en plus de rénovation avec de moins en moins de marches, d'écarts, etc. Donc c'est vrai que la partie ragréage et en tout cas préparation de support, c'est un marché qui se développe assez fortement depuis quelques temps. Importance. Moi j'ai une question pour vous, messieurs. Bon, j'arrive sur un support poreux, puisque depuis tout à l'heure on parle du poreux, on parlera peut-être des autres après, mais j'arrive sur un support poreux. J'ai un réagrage à faire. Moi, dans ma tête, mais je sais pas, c'est ça. Ce serait primaire, ragréage, primaire, colle, carrelage. Toi, t'es un très bon client, c'est bien. Non, mais justement, est-ce que justement c'est débile? Est-ce que c'est débile ou est-ce que vous allez me dire mais non, le ragréage, il n'y a pas besoin de... Oui, il y a peut-être une étape en trop, c'est le primaire sur le ragréage. Il n'y a pas besoin, d'accord. Non, parce qu'en fait, tu es revenu sur quelque chose d'uniforme et d'homogène. Alors, donc, est-ce que tu es en train de dire que je suis revenu sur un support fermé et que sur un support fermé, il n'y a pas besoin de primaire? Sur un support moins poreux que le support sur lequel tu auras... J'ai pas besoin de faire le test de la goutte d'eau sur un ragréage. Sauf si tu as fait un ragréage il y a très longtemps, qu'il y a du passage, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir un bon séquençage dans ton chantier. Donc il faut recouvrir rapidement ton ragréage. Sous une semaine. Généralement, on dit au bout d'une semaine, on peut encore recoller sans problème. Et donc, alors à ce moment-là, admettons qu'on ait du coup un support un peu plus... Fermé. Oui. Primaire, pas primaire, primaire quand même, primaire à chaque fois. Il faut savoir que pour un ragréage, le couple est important.
primaire plus ragréage. D'ailleurs, quand on parle des ragréages, par exemple, on dit que ce doivent être des produits sous certificat QB, délivrés par le CSTB. Et en fait, quand on lit un certificat QB par rapport à un produit, on a des primaires associés en fonction des supports. Tu verras, support poreux. Donc tu lis sur le sac, fermés. et sur le sac c'est marqué si votre support c'est du bois, c'est ci, c'est ça, vous prenez le sur le certificat QB 100 et quelques, etc. Sur le certificat QB du produit, tu as les primaires associés. Donc ça, on va sur votre site internet, il y a des fiches techniques, c'est tout marqué. Ouais. Donc vous êtes capable de dire, si demain Thomas ou Marine vous appellent, ou nos amis carleurs, ils passent un coup de fil à Parex, ils disent tiens, dis donc, j'ai un ragréage à faire, machin, toi tu vas dire tu prends tel truc, tel truc. Ouais. Et est-ce que vous garantissez la cohésion de l'ensemble? Bah oui. Non mais c'est ces essais qui c'est des essais qui ont été faits par le CSTB. Donc, du moment que la mise en œuvre est bonne, s'il y a un problème de décennale, Thomas, il peut dire démerdez-vous. Ou non, c'est pour. Comment ça se passe? Non, mais après, c'est une question de. Bah, nous, c'est. Une question quoi? D'apéro, de valise Nos produits ont une responsabilité professionnelle aussi. Hein. On a une RP fournisseur. Donc de toute façon, à partir du moment où le produit est tout à fait conforme aux attentes, il n'y a aucun problème. Contrôle, on a les contrôles qu'on fait pour certifier un produit, c'est-à-dire qu'on délègue le contrôle à des organismes agréés, comme le CSTB, et après on a des contrôles internes, évidemment, pour suivre la qualité des produits à chaque fois qu'on fabrique le produit. Donc on a ce double contrôle. Moi, le truc qui me touche, c'est que depuis tout à l'heure, on assiste clairement, et j'espère d'ailleurs que, à mon avis, je pense que les auditeurs sont très attentifs et passionnés, parce que c'est passionnant. On assiste à un débat très technique. Entre carleurs, entre techniciens, et c'est très 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 intéressant. La question, c'est que en face de nous, on a des techniciens. Moi, je vous garantis que si je sors dans la rue et que je discute avec certains carleurs, ils n'ont pas tous les compétences de Thomas, de Marine, de Gilles. Donc ma question est la suivante. Un carleur qui nous écouterait, qui dirait... Tiens, dis donc, je me rends compte, j'ai peut-être une poignée de lacunes. Est-ce que vous faites des formations de remise à niveau? Est-ce que le carleur peut appeler Parex-Lencourt en disant « Dis donc, j'ai écouté l'émission avec les bichons, bon, c'est bien. Maintenant, il y a tellement des produits, vous en avez 200 au catalogue, moi, j'y comprends plus rien. Est-ce que je peux espérer une formation pour moi, pour mes gars, pour qu'on fasse pas de conneries ?» Nous, on est là pour justement appuyer les carleurs et les aider. On fait souvent... l'année dernière, on a fait 5 ou 6 réunions régionales en réunissant des carleurs autour de thèmes particuliers dont le grand format. Dont le grand format. Et tu l'as pas invité. Mais la prochaine fois, ils viendront avec nous. Ah, c'est pour ça. Parce qu'on demande, moi j'avais demandé, j'ai dit à Marine, sinon tu viens pas. Non, je rigole. Voilà, non, mais c'est des choses qu'on fait. T'as raison, Laurent. C'est notre rôle. Il faut pas croire que le métier du bâtiment est figé. Enfin voilà, c'est ça. Parfois, on a des artisans qui disent « mais moi j'ai fait ça depuis 20 ans, 30 ans, etc. » 30 ans que je fais ça. Tu vas pas prendre mon métier, mais les évolutions réglementaires, normatives évoluent et il faut essayer de se mettre à la page. Mais comment se mettre à la page, ça c'est pas évident. Donc on a effectivement les centres de formation, on en a un qui est agréé à Saint-Quentin-Falavie, on peut venir et on forme les équipes, etc. On a aussi un levier très important puisqu'on travaille avec les réseaux de distribution spécialisés. On peut aussi faire des journées portes ouvertes thématiques chez eux, avec des partenaires sur des points de vente où on fait des matinées techniques avec des démonstrations. Et puis après, nous aussi, on a notre bâton de pèlerin, comme disait Gilles, on va en région, on invite des carleurs sur des thématiques et on essaye de plus en plus de partager ces argumentations aussi, et de montrer. Parce que tout le monde apprend. Ça bouge très vite. Au jour d'aujourd'hui, une boîte comme Parex, c'est quoi les problèmes liés à la préparation de support que vous rencontrez le plus? C'est justement une mauvaise appréciation du support et donc des produits utilisés de façon pas optimum. Mais je veux dire, ça se traduit comment? C'est de la fissure, c'est du décollement complet, fissure. La préparation de support, c'est important. Il faut dépoussiérer, dégraisser. Ça, c'est des choses qui
n'incombe pas à l'industriel, ça incombe vraiment à la préparation. Parce qu'on pense parfois qu'un primaire, oui, c'est la solution miracle. C'est dégueulasse, c'est des traces de colle, de peinture. Je vais foutre un coup de primaire, roule ma poêle, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit souvent les carreleurs, quand on recolle sur un ancien carrelage qui est encore très bon, on les voit souvent poncer pour rayer le carrelage, recréer une accroche. Il faut. Ça, c'est important. C'est parce que j'utilise un primaire que ça me libère de tout ça. Donc, préparer, dépoussiérer, etc., ça c'est important. Et en plus, on le voit en expertise parce que qu'on dit, bah ouais, on a plein d'expertise, ton produit qui marche pas, mais en expertise, ça se voit très bien. Ça se décolle, on a des traces de plate derrière, ou alors on n'a pas de primaire, parce que nos primaires, on a un peu filou, on les teinte aussi pour savoir quel primaire est utilisé. Colorés. Oui ou non, sont colorés, etc. Donc ça, voilà, préparation de support, c'est important. Il faut passer un peu de temps à ça, avoir toujours un aspirateur, passer un peu de temps à dépoussiérer. Et après, sur les ragréages, le maître mot, c'est le dosage en eau. Dosage en eau, ça c'est extrêmement important. Ça voit tout de suite. Juste une petite précision, un primaire quand on le passe, il faut le recouvrir. Aussi. Faut pas attendre 8 jours qu'il y ait 150 artisans. C'est 24 jours. Mais d'ailleurs, faut le passer. Moi, je l'ai passé dans la journée systématiquement. Grand maximum, c'est 24 heures. Vraiment grand maximum. Et éviter que les autres corps de métier marchent dessus. Après, c'est comme. Enfin, il peut se passer 48 heures s'il n'y a personne dans la baraque, tout est fermé. C'est le week-end, il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Mais comme sur les chantiers, il y a souvent d'autres corps de métier qui interviennent. Voilà. Mais en général, quand il y a le carreleur, il n'y a plus personne. C'est ça qu'il faut se dire. Quand il y a le carreleur, il pousse le plombier comme ça. Il enlève le peintre. Donc c'est fin de journée, comme ça sèche la nuit. Le matin, on démarre le ragage. Voilà, c'est ça le principe. Donc le week-end aussi, on met des balais, etc. Il ne faut pas que les gens passent avec leur. On passe ça pinceau, rouleau, normalement. Rouleau, voilà, tout à fait. On essaie d'avoir de plus en plus, de réduire la pénibilité. Donc les grands rouleaux avec le manche. Après, il faut faire attention de ne pas éclabousser sur les peintures, etc. Mais on est plutôt dans cette mise en œuvre. Ok, très bien. Est-ce qu'il existe des innovations récentes dans le domaine de la préparation du support? L'innovation pour nous, c'est le réglage sans tension. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Sulfate de calcium, on n'en parle pas assez. Mais c'est vraiment des qualités. C'est vraiment, pour moi, en rénovation, les sulfates de calcium, c'est le 4x4 de la préparation des supports. Ça demande un peu plus de temps. Un peu plus de temps en délai de séchage, mais tu me dis qu'au contraire, ça te va bien. Mais voilà, on peut passer sur tout, des surfaces très hétérogènes, ça fissure pas, c'est très tolérant, il n'y a pas de tension. Et on a, qu'on appelle, les jeunes disent ça, un travail très satisfaisant, parce qu'en plus, à la fin, quand c'est fini, c'est très joli, c'est très beau et ça valorise vraiment. À condition d'avoir fait attention au dosage en eau. C'est dosage en eau, un petit rouleau débuleur aussi, et ça c'est top. Et ça, on le voit aussi, comme disait Marine, ça se voit tout de suite quand il n'y a pas un bon dosage en eau. Comment tu le vois? Quand on le coule. Il n'a pas la même couleur. Si c'est bon dosage, il est homogène, il a une couleur un peu marron. Sinon, il y a du blanc quand il y a trop d'eau. C'est ça, si je ne me trompe pas. Puis le client, il le voit et puis il se dit, mais pourquoi est-ce que. C'est quoi ces traces, quoi? Pourquoi c'est pas tout pareil? Comment vous le faites? Vous le faites au seau malaxeur? Il existe des. Je crois que j'avais vu chez Colomix, ils avaient des grosses bassines. Non, on n'est pas à ce point-là. Par contre, petite astuce pour le réglage. Bon, moi, j'utilise. Voilà, je suis professionnel, donc forcément, j'ai investi dans du matériel, mais sinon, par exemple, pour faire les niveaux de son réglage, ce qu'on peut utiliser, c'est sur un support bois, par exemple, une vis à bois qu'on vient régler, piger avec un laser ou avec un niveau. Petit truc et astuce. Voilà, c'est un peu chiant, mais voilà. Mais sinon, on vient visser, une vis dans le support, et puis après, on met tout niveau avec un laser. Ça nous sert de repère. En fait, il faut noyer la tête pour être arrivé. Finalement, t'es pas obligé d'avoir 25 chandelles et 2000 balles de matos pour faire un réglage. Et sinon, si c'est dans une dalle béton, par exemple, cheville à frapper et tout, attention bien sûr, par exemple, si c'est sur une chape, il y a un plancher chauffant, etc. Même dans une dalle béton, normalement, il n'y en a pas, mais on perce pas suffisamment profond, mais en tout cas, il faut faire attention quand on perce. Mais ça, c'est un petit tips qui marche bien. On peut même teinter un petit peu la tête de la vis pour bien la voir, et puis dès qu'on arrive à la tête de la vis, on a quelque chose de niveau épaisseur. Oui, parce que quand on dit souvent, ça c'est une erreur qui est faite par pas mal de bricoleurs, ou en tout cas les gens qui débutent. On voit sur le sac autolissant. Alors, on jette 2 mètres cubes devant la porte d'entrée. C'est ça, on jette 2 mètres cubes devant la porte d'entrée, on part à la pêche. Et quand on revient, on appelle son assureur. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'autolissant, finalement, ça rime à quoi? Je veux dire, ça veut dire quoi? C'est un aide à la mise en place du produit? Oui, c'est des produits qui sont normalement beaucoup plus faciles à mettre en œuvre avec une lisseuse flamande.
on vient le pousser un petit peu. Parce qu'il y a autolissant, mais des fois on voyait sur les sacs auto-nivelant. C'est différent. Alors en fait, la différence, elle réside dans... C'est le terme. Quand on dit enduit de ragréage, par exemple, on est sur une épaisseur inférieure à 10 mm. Et après, on aura aussi de temps en temps, sur des produits qui peuvent aller au-dessus, sur le terme enduit de ragréage et de dressage. Le dressage, c'est justement entre 10 et 30 mm. Donc, et généralement, les enduits de dressage sont plutôt des auto-nivelants, c'est-à-dire qu'il faut plutôt les pousser. En fait, c'est un test. Pour les aider un peu à se mettre en place. C'est un test du CSTB, là aussi, toujours pareil, un petit anneau qui est comme ça, et on vient soulever. Et si on est supérieur à 160, ça fait un disque. Si c'est supérieur à 160 mm, on dit que le produit est autolissant. Et quand il est supérieur à 135 mm, on dit qu'il est auto-nivelant. Voilà. D'accord. Donc, ce qui signifie qu'un produit autolissant, oui, doit être. Je veux dire, ça se met en place tout seul. Pas tout seul, il faut quand même le pousser un peu. Non, mais je veux dire, tu débules et fin du bal, quoi. Ouais, fin du bal. Ce qui est important, alors, attention, le rouleau débuleur. Le rouleau débuleur passé trop tard. Ah oui. Ça marque. Hein. Ouais. Donc, c'est plus visuel. Alors après, moi, c'est vrai que je suis vraiment d'accord. Il y a vraiment ce coup de gueule par rapport à ce que disait Thomas. Et maintenant qu'il l'a dit, il a raison. Moi, dans ma vie, des ragréages, j'en ai fait des centaines. Bah oui. Mais c'est vrai que jamais de ma vie, j'ai dit, tiens, je fais le ragrage à 10h pour carreler à midi. Ouais. C'est vrai, je vais plutôt passer entre deux chantiers. Et pourtant, le machin, il est encore dans le seau, il commence déjà à sécher. T'as envie de dire, putain, mais pourquoi vous accélérez pas ce truc? Donc, on va essayer ton produit au sulfate de calcium. Ouais. J'avais une question qui est revenue souvent. J'ai vu souvent, c'est peut-être par radinerie, hein, attention. J'ai vu souvent des carreleurs sur les chantiers mettre du sable dans le ragréage pour gagner en épaisseur et en produit. Est-ce que c'est conseillé ou est-ce que surtout pas surtout? Pas sur les autolissants, clairement. Ça c'est. De toute façon, les autolissants, c'est maximum 10 mm. D'accord. Sur certains enduits de dressage, on peut admettre, mais ils sont de toute façon, vous le verrez sur la fiche technique. C'est indiqué. Sinon, oubliez. Pour refaire une pente. En fait, tu vas charger un peu en grain pour avoir une pente, mais il y a un ou deux produits, produit que l'on a dans notre offre. Il faut que le produit soit conçu pour. C'est pas n'importe quel sac que tu achètes et que tu dis tiens, on va y mettre un saut de sable dedans. C'est comme une recette. Si tu rajoutes des ingrédients, t'as pas la même chose. Non, mais je demande parce que ça, par contre, moi, sur les chantiers, je l'ai vu, je veux pas dire systématiquement, mais beaucoup. Si c'est pas indiqué sur la fiche technique, faut pas le faire. Tout comme c'est pareil, la question qui se pose souvent, il est tard, on s'est fait prendre un peu par le produit, il nous manque 4 sacs. Petit A, je reviens le lendemain, je passe tout au marteau-piqueur en mettant un coup de pied dans le cul à l'apprenti et je recommence avec plus de produits. Petit B, je mets un primaire sur le ragrage existant et je refais un autre par-dessus. Jusqu'où ça peut aller ce genre? On fait un arrêt propre. Ouais. On essaie de faire un arrêt propre. À la limite, si on dit merde, il manque 4... Mais si t'as pas assez d'épaisseur, là, on vient reponcer un petit peu, remettre un coup de primaire à la jonction et revenir derrière. Mais de toute façon, le primaire, tu seras obligé de le mettre sur ta nouvelle partie. Donc tu viens essayer quand même d'égrainer un peu la surface. Mais c'est pas complètement contre-indiqué. Tu peux avoir 2-3 couches de ragréage. 2-3 couches, non. Mais si on dit une couche et le lendemain, on vient refaire... Mais le mieux, c'est de faire un arrêt propre. Mais par exemple, parce que là, on est vraiment dans la préparation des supports, donc je me fais l'avocat du diable exprès, hein, parce qu'on a aussi beaucoup de bricoleurs, d'auto-constructeurs, auto-rénovateurs qui nous écoutent. J'ai 5 cm à rattraper. J'ai pas envie de m'emmerder à faire une chape, c'est long, ça fait chier, bref. 5 cm, ça fait beaucoup. Petit A, je mets du V10 sur 2 cm sur tout mon sol, un coup de silicone et je coule par-dessus. Petit B, non mais parce qu'on l'a vu aussi. Oui. Petit B, je coule un ragrage de 3 cm et 2 jours après, je recoule 2 cm. Je fais une chape. Petit C. Non mais je suis pas en train de vouloir vous faire dire des conneries. Voilà. Je suis en train de vous... Moi, je préfère que vous me disiez non, Laurent. Le ragréage, tu peux aller jusqu'à 3 cm et demi, 4, mais sinon, c'est non. Moi, je te dirais non. Voilà.
Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que faire un réglage de 5 cm, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Déjà, il faut avoir soit des bottes, soit des chaussures à clous. Et encore un 5 cm. Voilà. 5 cm. Mais c'est l'enfer, quoi. Non, mais prenons l'exemple. Moi, je sais pas si tu te rappelles ma petite machine. J'avais une petite machine à projeter qui était archi bien. Une petite, pour donner la marque, une petite Imer, la Small 50 avec un malaxeur. Moi, je monte avec le tuyau et des chaussures à clous, je t'en balance 10 cm. Hein. C'est comme une pompe à chape. Hein. Oui, c'est non, mais dans ton cas... Non, je suis pas en train de dire que je l'ai fait. Je suis en train de dire que quand il dit c'est très compliqué, dans ce cas de figure, non. Pas très compliqué. Non, mais parce que t'as la machine, Mais sinon, tu sais, si tu dois te palucher les seaux à la main... Oui, là, c'est marcher dans 3 cm de réglage pour aller en balancer au bout de la pièce, c'est l'enfer, quoi. On est d'accord. À ce moment-là, il vaut peut-être mieux mettre financièrement et techniquement. Oui, je suis d'accord. Oui, parce que financièrement, là, t'as meilleur compte de balancer un peu de granulé et puis du fermacell. Hein. C'est ça, je pense. Hein. Donc, on va dire que la technique chez Parex, parce qu'aujourd'hui, on est avec nos experts chez Parex Lanco, votre ragréage le plus épais qu'on peut aller, vous avez un produit qui va jusqu'à quoi? Le 190, il va jusqu'à 4 cm. 4 cm, il est fibré, non, peut-être? Non, mais c'est le sans tension. Ah, c'est le fameux sans tension. 4 cm. Sinon, après, on a le 143, l'Ancosol, qui peut aller jusqu'à 3 cm. Le 184, sol fibré, qui a justement des fibres dans le produit. Et liant à chape aussi, qu'on peut semi-rapide aussi. On peut doser. Voilà. Ah oui, puis après tous les produits, comme on en parlait tout à l'heure, les mortiers rapides, les petits mortiers après à l'emploi, etc. Ça, vous êtes très bon là-dedans. Ça, c'est pratique. Hein. Moi, quand je faisais mon apprentissage, dès que tu voulais faire une gamelle, une gamate, une auge de ciment, fallait aller chercher du ciment. Aujourd'hui, tu prends un truc prêt à l'emploi, t'as du béton tout prêt, t'as du mortier tout prêt. Ça va vraiment bien, les formes de pente qui vont ultra bien. On a parlé de la préparation du support sol, mais on n'a pas du tout abordé les murs. Est-ce que vous avez des produits? Qu'est-ce qu'on fait quand on est sur les murs? Quel type de mur? On commence par quoi rapidement? Le plaquiste déjà. Là aussi il y a une tolérance. Oui, il y a il y a la tolérance aussi pour le collage des carreaux sur les murs. De toute façon, on va être pareil sur 5 et 3 mm lorsqu'on est sur du grand ou du très grand format. Parce que là, il peut pas y avoir de ragréage. Là, comment vous rattrapez là? S'il y a une merdouille, comment vous faites? Les carreleurs à la colle? Tout dépend le support. Tout dépend le support. Tout dépend le support. Si c'est des supports en dur, par exemple béton et tout, il existe des mortiers de réparation. Voilà, ou des mortiers. Parce que attention, des mortiers de ragréage, il est interdit de coller sur des enduits de ragréage inférieurs à 3 mm. Ce qu'on appelle les enduits pelliculaires. Ah oui, donc le truc que les mecs ils mettent pour rattraper les banches, pour faire ça tout joli, c'est interdit. Non, ça on peut pas. Ça, on peut pas. Parce que mécaniquement, ça va... Ça va arracher. Ça risque d'arracher. Là, il n'y a pas Parce que là, il n'y a pas suffisamment de matière sur le support pour qu'elle puisse se tenir d'elle-même. Pour qu'elle puisse se tenir d'elle-même. Donc, attention. Non, mais souvent, nous, de manière générale, les carreleurs qu'on a sur un support en dur, en brique ou quoi, surtout pas forcément en brique, mais plutôt un support par exemple en béton, on va surtout faire des ratissages à la colle. C'est parce qu'on peut aller jusqu'à 10 mm. Même plus avec des colles extérieures où on peut charger jusqu'à même 30 mm. Bon, après, au mur, pas forcément. Mais ce que je veux dire, en tout cas, au sol, on peut. Mais en tout cas, au mur, on ratisse plus à la colle. Et puis sinon, on a d'autres systèmes avec des panneaux VD. Ou alors, si c'est du placo, on appelle le plaquiste et on vient faire ta merde. On lui dit non, ta merde, là, Dédé. Donc, justement, double pot. Pour les grands formats. Double pot de plâtre. C'est des règles professionnelles. Et oui, c'est des règles professionnelles qui sont parues en janvier 2021, qui ont été éditées par l'UNECP, l'ACAPEB, et ça, c'est important. Mais là, c'est un peu difficile, parce que quand tu arrives chez un client qui vient de finir sa villa neuve... oui, mais c'est là la double pot qui est intéressante. C'est-à-dire parce qu'il y a deux solutions. Ou on vient faire des ossatures de 40... Ou on vient faire de la double pot si les ossatures sont en 60. Et c'est souvent le cas, malheureusement. Parce que le plaquiste, lui, il va poser son placo en 60, parce que lui, c'est ce qu'on lui demande. Oui. Alors, d'où l'intérêt d'anticiper le chantier quand on va sur un chantier. Là, il faut augmenter la résistance mécanique du support. Exactement. Donc quand tu parles de 40, c'est l'anthrax entre deux montants au lieu de 60. Tout à fait. Soit sinon passe en double pot. Mais dans les règles professionnelles, la seule chose qui a été autorisée, c'est le double pot. D'accord. C'est tout. Parce
que justement, on ne sait pas. Après, il y a quand même très très peu de contraintes. Au niveau des murs pour le carrelage, je veux dire, en termes de contraintes... le grand format, c'est que le grand format par rapport au poids, ou sur lequel là, il faut... C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Pour moi, d'un point de vue structure, le placo, il porte que son propre poids. Voilà, il a rien d'autre à supporter. À la limite, s'il y a un meuble vaste... disons que là, on est dans le combat réglementaire versus bon sens paysan. Mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est en fait le carrelage, le grand format, là où il est fragile. Enfin, je veux dire, un carreau il est entier, il est bien collé. Moi, en tout cas, personnellement, j'aurais moins peur. Déjà, mettons quand même de la double peau toutes les fois où on peut, on a bien compris. Mais moi, j'aurais moins peur d'un carrelage de 6 mm en une pièce du sol au plafond qui soit posé comme ça, qui fait 6 mm tramé, bien collé. J'ai moins peur de ça plutôt que d'avoir des 60-60 en travertin de 15 mm du sol au plafond. L'effort n'est pas le même. Qui nécessiterait... Non, mais quand je dis du sol au plafond, c'est sur toute hauteur du mur. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais peut-être un peu plus peur, parce que là, le poids, il est 10 fois le poids du grand carreau. Dans mon sens, parce que tu reviens à une surface avec un poids au mètre carré. Finalement, qui pose un grand carreau, qui en plus va être plus fin que si tu mets même de la mosaïque, mais tu mets des pavés de verre épais comme ça va être plus lourd, la mosaïque, que son carreau à lui, tu vois. Non, mais en fait, le carrelage, c'est comme le placo. Tu vois, le plaquiste, il veut pas se faire chier au niveau d'une fenêtre à faire passer son placo derrière en feuillure. Voilà, en feuillure. Et qui fait des fausses coupes en haut et en bas. T'as une chance sur deux que ta bande, elle pète. Pareil au-dessus d'une porte. Et le carrelage, c'est pareil. Si t'as une fenêtre en plein milieu de ton carreau, on parle des grands là, on parle des grands, des vraiment très grands. Si t'as la fenêtre en plein milieu de ton carreau, t'as découpé ton carreau donc pour la fenêtre, t'auras beau mettre 2, 3, 4 pots, il va fissurer dans les angles. Parce qu'il est fragilisé à cet endroit-là. Alors que si tu fais comme ce que le plaquiste ne devrait pas faire, des clés, des fausses coupes, là, qui a une seule peau, ton carrelage ne va pas fissurer. Voilà, tout simplement. Donc en gros, pour moi, le double pot, c'est vrai que c'est bien. C'est le poids exercé sur la feuille. Ça a été discuté. Ce que je veux dire, c'est il y a aussi... Moi, j'ai participé au débat, justement. J'étais dans la rédaction des règles professionnelles. Je préfère une peau qui soit bien d'aplomb, bien plan, que 3 pots... Mais on est dans des règles professionnelles, on est obligé de fixer un cadre. Et d'ailleurs, c'est compréhensible. Et puis d'ailleurs, c'est bien parce que c'est ce qu'on vous demande ici. C'est ce qu'on vous demande. On dit le gars qui nous écoute, comment ça se passe. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je vous pose la question à vous parce que la SNCF nous a déjà appelé une fois, mais elle va peut-être pas nous appeler 200 fois. Donc je vous pose la question à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter qui vous paraît capital concernant la préparation des supports avant carrelage? Non, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la préparation du support, c'est l'élément clé. Voilà. C'est vraiment en termes de dommages, de litiges, etc. C'est la préparation du support. Il ne faut pas prendre la préparation du support comme une contrainte. Il faut le prendre comme une opportunité de préparer la pose du carrelage, parce que comme on dit tout à l'heure, plus le support va être plan, lisse, plus ça va faciliter la pose du carrelage et de sécuriser mon chantier. Voilà, donc il faut bien l'expliquer, faire un bon diagnostic. Et l'objectif, bien évidemment, notamment d'une boîte comme Parex Lanco, c'est apporter des produits qui sont simples à utiliser, sécurisants. Et il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet, parce qu'on a parlé de quelques produits, mais on a beaucoup de produits avec des guides de choix qui sont assez simples pour justement bien cibler le bon produit au bon endroit. Donc Parex Lanco, de toute façon, en plus de mettre, on mettra bien sûr les liens dans la note, mais Parex Lanco, on vous retrouve de partout, chez tous les bons grossistes qui se respectent. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une liste de revendeurs? Jeannette, qui est dans la Creuse, qui écoute cette émission, si elle va sur parexlanco.com, est-ce qu'elle peut voir des magasins proches de chez elle qui distribuent vos produits? On a les géolocalisations et on est présent sur le réseau de distribution professionnel et on a quelques produits dans le réseau de distribution grand public également. Il aurait fallu que cette émission dure 2h30, donc tant mieux, on vous refera revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, chez Parex Lanco, vous avez absolument l'entièreté de la gamme. C'est-à-dire que vous avez quasi du mortier de chape, primaire, ragréage. On n'a pas parlé des specs, des enduits, d'étanchéité, mais vous avez tout. La bande, vous avez tout ce qu'il faut. On a fait une émission ensemble justement sur tout ce qui était un système d'étanchéité, donc protection
à l'eau sous carrelage et puis système d'étanchéité d'impair de plancher intermédiaire. Et puis après, toute l'offre de joints hydrauliques. Donc là, vous avez des joints souples. Moi, j'aimerais, on en avait déjà fait des émissions, mais j'aimerais que vous reveniez. Je voudrais refaire, même si on a déjà abordé le sujet, une émission spéciale colle, où on aborde toutes le million de trucs qui existent. De la terrasse à la C2, la C2S, tu disais tout à l'heure la E, la machin, on n'y comprend plus rien. Et je voudrais aussi qu'on aborde aussi une émission, si un jour ça vous intéresse, parce qu'on n'en parle jamais à chaque fois qu'on parle de carrelage, de joints. On a fait 20 émissions sur le carrelage, on n'a jamais parlé de joints. Parlons-en de ces joints. Il y en a de moins en moins avec les grands formats. Oui, il faut des beaux joints. Il faut des bons carreleurs. C'est ce qui se voit. Tiens, d'ailleurs, il y a un débat sur les paillettes en ce moment. Ils parlent que ça va être comme les cotons-tiges, les pailles, apparemment, ils vont y abolir. On a arrêté, nous. On a essayé d'en vendre. En France, ça n'a pas trop marché. Moi, ça m'est arrivé d'en mettre sur certains trucs dans des bacs à douche, c'est un peu joli, machin. Mais bon, c'est vrai que tu ne fous pas des paillettes de partout. Ça fait un peu bling-bling. Messieurs, merci. Merci à toi. Merci. Gilles, tu avais quelque chose à rajouter? Non, moi j'étais ravi de pouvoir échanger techniquement sur... effectivement... T'as vu, on a fait venir des pointures. Hein. Mais j'adore ça. Moi j'adore ça. Parler technique, c'est ce qui me motive, moi. Tous les jours, donc c'est parfait. C'est parfait. Ouais, exactement. Ça, c'était très... Et du coup, t'en veux pas trop à Thomas et tout, que t'as pas eu la fève? Non, c'est pas grave. Si tu veux, on peut te laisser une soirée quand même. Regarde, j'ai mangé toute ma galette, par contre. Ah oui, t'as tout mangé, dis donc. Alors Cyril, ça lui a pas plu, lui. Non, il a dit... Pourtant, c'était une galette boulangerie, c'est pas un truc à la con. Elle était très bonne. Bon, messieurs, ce que je vous propose, c'est de vous libérer pour que vous puissiez courir derrière vos trains. On se reverra rapidement avec plaisir. Passez voir, vous demandez à Carole des petites tasses, parce que vous repartiez quand même avec un souvenir. Et puis, nous, de notre côté, on va continuer l'émission autour d'un expresso. Mais juste avant de lancer le générique, on va quand même se lever pour vous saluer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à bientôt. À la prochaine. Et puis, meilleurs vœux, bonne santé. Et puis, on veut vous revoir, les gars. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons!